Alors aujourd'hui, on se penche sur un changement, un vrai virage en fait, dans la relation entre la couronne et les peuples autochtones au Canada. On va voir comment on passe d'un simple mot, consultation, à un autre, bien plus fort, consentement. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Pour saisir l'importance, la révolution même, que représente le mot consentement, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et regarder ce qu'on avait avant, la fameuse consultation. Pendant des années, le principe qui guidait tout, c'était l'obligation de consulter. C'était même inscrit noir sur blanc dans la Constitution du Canada. Alors ça voulait dire quoi en pratique? Eh bien que le gouvernement avait le devoir, du moins en théorie, d'écouter ce que les communautés autochtones avaient à dire avant de démarrer un projet qui pourrait toucher à leurs droits ou à leur territoire. Voilà, on y est. C'est ici que toute la différence se joue. D'un côté, la consultation, une obligation d'écouter, oui, mais qui permettait à la couronne de dire « merci, au revoir » et de faire ce qu'elle voulait, même sans accord. De l'autre, le consentement. Là, le but du jeu, c'est de trouver un terrain d'entente, de parvenir à un accord. Le gros problème avec ce système, c'était le déséquilibre de pouvoir, c'est évident. Comme le dit très bien cette citation, ça pouvait vite tourner au processus administratif dénudé de sens. En gros, la couronne pouvait cocher la case « consultation effectuée sur son formulaire » et aller de l'avant, même si la communauté était totalement contre. Bon, face à ces limites, il fallait bien trouver autre chose. Et c'est là qu'un tout nouveau cadre entre en jeu, tiré d'une norme internationale. On parle du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou CPDLCC pour faire plus court. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, qui prend racine dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et là, ça change tout. Le CPDLCC, ça renverse complètement la table. On ne demande plus seulement au gouvernement d'écouter, on exige de travailler ensemble pour obtenir un accord. Un vrai. Alors, on entend souvent cette question, est-ce que ça veut dire que les nations autochtones ont maintenant un droit de veto sur absolument tout? Est-ce qu'elles peuvent bloquer n'importe quel projet? La réponse, en fait, elle est nuancée. Ce n'est pas un noir ou blanc, c'est plutôt un spectre. Pour la plupart des situations, disons des lois ou des projets sur les terres, l'idée c'est de viser à obtenir le consentement. Ça ressemble à une négociation où tout le monde est de bonne foi. Mais, et c'est un grand mais, dans certains cas critiques, comme un déplacement forcé ou le stockage de produits dangereux, là, le consentement est obligatoire. C'est non négociable. Ça équivaut à un droit de veto. Mais attention, pour qu'un consentement soit valable, il ne suffit pas de dire oui comme ça. Il doit absolument reposer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le pilier numéro 1. Il doit être préalable. Ça veut dire quoi? Tout simplement que les discussions doivent commencer au tout début du processus, pas quand les plans sont déjà faits et que les décisions importantes sont déjà prises. Ensuite, il doit être donné librement. Ça, c'est crucial. Ça veut dire pas de pression, pas d'intimidation, pas de manipulation. Le processus doit être juste. On ne peut pas, par exemple, utiliser une aide financière pour forcer la main d'une communauté. Et enfin, le 3e pilier, c'est d'être en connaissance de cause. En gros, la communauté doit avoir toutes les cartes en main, toute l'information, la bonne et la mauvaise, sur les impacts possibles du projet. On ne peut pas consentir à quelque chose qu'on ne comprend pas dans sa totalité. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce que ce principe, qui peut sembler très juridique, très moderne, il a des racines beaucoup plus profondes. Il est en fait profondément connecté à des traditions juridiques et à une sagesse qui existent depuis des millénaires. La question est donc posée, est-ce que cette sagesse ancienne peut vraiment guider le droit d'aujourd'hui? La réponse est un oui, et un oui retentissant. Vous allez voir, les principes du consentement s'alignent de manière incroyable avec les 7 enseignements sacrés qui sont au cœur de nombreuses traditions juridiques autochtones. Regardez un peu comment ça s'imbrique parfaitement. Prenez la sagesse, c'est l'écho direct du consentement en connaissance de cause. L'humilité, ça rappelle à la couronne qu'elle ne peut pas décider seule dans son coin. La vérité, elle, exige cette transparence totale de l'information. Et le respect impose de reconnaître les institutions et l'autorité des peuples autochtones eux-mêmes. Et ça continue. Le courage, c'est le droit fondamental de dire non pour protéger sa communauté. L'amour, c'est la responsabilité envers la terre et les générations futures. Et l'honnêteté exige que tout ce processus soit mené de bonne foi, pas juste pour cocher une case. Ça transforme une procédure froide en une véritable collaboration humaine. Donc, au final, qu'est-ce que c'est que ce principe de consentement? C'est bien plus qu'une nouvelle règle de droit. C'est vraiment un pont qui se crée entre 2 mondes juridiques. C'est la reconnaissance dans le droit canadien d'aujourd'hui d'une philosophie basée sur la relation et le consensus qui, elle, existe depuis des temps immémoriaux.